Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous suivez sur la 95.5 ou le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Bonjour et bienvenue au dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Nous sommes le vendredi 7 juillet 2023. Le mardi 30 juin dernier, l'Assemblée nationale a clôturé les travaux de sa première session ordinaire de l'année conformément aux dispositions de l'article 55 alinéa 1 de la Constitution de la 4e République. La présidente de l'Assemblée nationale a dressé un bilan législatif de cette session. Au total, 12 projets de loi ont été adoptés couvrant des domaines majeurs tels que la sécurité, l'environnement, l'éducation, la santé et l'économie. Nous dressons le bilan ce matin avec Thierry Tarman, président du groupe parlementaire NET PDP. Honorable, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour répondre aux questions de nos auditeurs. Je suis toujours très ravi d'être sur ce plateau avec toi. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58 à partir de 7h35 avec Stan Teko à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djoukadji. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute et bienvenue au débat de Nana FM. Honorable, merci pour votre disponibilité. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet par rapport à l'Assemblée nationale, les travaux du cadre permanent de concertation ont pris fin hier. Que retenir de ces 2 jours de travaux? Bon, ben écoutez, nous étions à la 10e session de travaux de CPC, cadre permanent de concertation. Nous avons passé 2 jours. La première journée a beaucoup plus été portée, les travaux et les échanges du premier jour ont porté beaucoup plus sur le recensement. Le recensement électoral qui a eu lieu il y a de cela maintenant bientôt 2 mois. Et ce recensement-là, vous savez, beaucoup de partis politiques, y compris les nôtres, avaient demandé, eu égard aux irrégularités observées dans la zone 1, que le recensement soit repris dans cette zone. On peut dire qu'une bonne partie des discussions, beaucoup plus tournées là-dessus, puisque, comme tout le monde l'a remarqué, globalement, quand dans la zone 2, dans la zone 3, les choses sont mieux passées que dans la zone 1. Mais le premier élément à retenir de nos échanges, c'est que le recensement ne sera pas repris dans la zone 1. Je pense que c'est l'occasion aussi de partager cette information avec vos auditeurs. Ceci pour plusieurs raisons avancées par le gouvernement. La première, et qui est la plus importante, c'est que, contrairement à ce que nous avons pu quand même observer sur le terrain, ce recensement a connu une affluence extraordinaire qui... aujourd'hui, marque la croissance à peu près 20% de plus que 2020. D'abord, 20%, c'est énorme. Vous savez, nous avons quand même dans notre pays un taux d'accroissement démographique de 2%. Ben, en 2 ans, nous sommes en 2023, en 2 ou 3 ans, avoir 20%, c'est extraordinaire. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a eu un engouement. Et cet engouement-là, se présente sur l'ensemble du territoire. On peut même dire qu'il est plus important dans la zone 1, alors qu'on s'attendait à ce qu'il soit moins important. Et donc, quand on regarde les chiffres, pour le moment, les chiffres qui nous ont été présentés sont des chiffres provisoires, donc je ne peux pas les donner, mais je peux au moins parler de variantes. C'est qu'on se rend compte que, par exemple, dans la zone 1, près de 60% de la population globale s'est enregistrée. Ce qui est très important et même ce qui fait de notre pays une sorte de particularité. Donc, par rapport à ces chiffres, si vous avez près de 60% qui sont enregistrés, si vous augmentez le recensement, ça veut dire que vous risquez de vous retrouver à près de 70%. Et c'est excessif. Le deuxième élément, c'est qu'il y a énormément de double, triple, voire quadruple. Il y a des gens qui sont enregistrés. Celui qui s'est enregistré le plus grand nombre de fois, c'est 13 fois. C'est-à-dire que les gens se sont enregistrés. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a des doublons. Il y en a tellement que, au fait, la question que les gens se posent, c'est que est-ce que le dernier jour, le nombre de personnes qu'on a vues ne font pas partie de ceux qui veulent absolument avoir 2 ou 3 cartes? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, notre carte d'électeur ne sert plus uniquement aux élections, elle sert à d'autres choses pour avoir les fonds novici, les fonds d'aide du gouvernement, pour le voyage, même pour ouvrir un compte aujourd'hui dans les microfinances, les gens présentent leur carte. Donc, du coup, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est que si on veut faire une justice sociale, c'est que si on veut reprendre le recensement, il faudra le reprendre sur l'ensemble du territoire. Parce qu'on ne peut pas reprendre dans une zone et léser l'autre. Et moi, j'étais en tournée à l'intérieur du pays. J'étais à Pengal le 14 juin pour le dernier jour du recensement. Je peux vous dire que dans certaines zones, surtout à la frontière,
avec le Bénin, il y avait des queues qui étaient aussi importantes qu'on a pu observer à Lomé. Donc, moi, c'est les 3 raisons que j'ai retenues. Bon, le gouvernement dit, de toute façon, il y a les délais. Une fois que les gens avaient les délais, ils n'ont pas suivi, bon, ben, on ne va pas reprendre. Mais l'information majeure, c'est de dire, le recensement ne sera pas repris. Le deuxième jour a été consacré à la mise en œuvre des recommandations du CNAP. Vous savez, on avait eu 52 recommandations. Et on a passé en revue l'ensemble de ces recommandations pour voir quelles sont celles qui ont été faites, quelles sont celles qui ne sont pas encore mises en œuvre. Aujourd'hui, nous sommes à environ 95% de points mis en œuvre. Et il y a des points, hier, nos discussions étaient très longues. Il y a des points qui ne sont pas encore mis en œuvre et nous encourageons le gouvernement à les mettre en œuvre dans les meilleurs délais. Alors, est-ce que tous les partis politiques qui ont pris part aux travaux ont accepté cette décision où le recensement ne sera pas repris? De mon point de vue, sur ce que j'ai vu, ben, au fait, nous avons eu des échanges et il ne m'a pas semblé qu'il y ait un parti soit qui ait quitté la table des négociations ou qui ait manifesté son refus. Chacun a présenté des arguments pour la nécessité de reprendre. Le gouvernement a présenté ses arguments pour le statu quo. Nous, comme je l'ai dit au départ, je parlais vraiment de la reprise, mais quand on me présente les chiffres syndicats, ça va près de 60%. On est obligé, qu'on le veuille ou non, de faire confiance aux chiffres. Ben, je me dis, si on a 60%, alors que ben, la moyenne sous-africaine tourne autour de 35-40% en termes de taux, ben, si on a déjà 60% de la zone 1, c'est quand même assez inquiétant. Ben, si on doit reprendre le recensement, c'est qu'on va se retrouver, vous savez, au Togo, la population de moins de 18 ans fait à peu près 50% de la population. Donc, logiquement, si on suppose, ce qui n'est pas possible, que les gens en aillent de voter, c'est-à-dire que les 50 autres pourcents allaient tous, sans exception, se faire enregistrer, on aurait eu 50%. Mais là, c'est que d'abord, on ne peut pas l'avoir parce qu'il y a les jeunes qui sont sur Internet, là, ils ne vont pas se faire recenser, ça on le sait. Donc, là, c'est que là où on s'attendait à ce que si tout le monde allait voter, on aurait eu 50%. Là, on se retrouve même à plus de 50%. Donc, c'est des chiffres qui interrogent. Donc, du coup, moi, à partir de ces résultats-là, j'ai dit, ben, écoutez, aujourd'hui, il faudra qu'on revoie vraiment le mode d'enrôlement. Parce qu'on, soyons honnêtes, on a vu des jeunes se faire enrôler, des mineurs se faire enrôler. On a vu des personnes quand même qui sont réellement identifiées comme des personnes étrangères au Togo qui se font enrôler. Parce que notre méthode n'est pas bonne. Notre méthode permet à ce que dès que le chef ou bien le notable qui a dit que oui, lui c'est bon, ben allez, on l'enrôle. Alors que nous sommes tous à l'omission, c'est que ben voilà. Donc sur votre question, il ne m'a pas paru comme nous en avons fait 2 jours. Et s'il y a des formations politiques qui étaient peut-être dans l'opposition de ce qui a été fait le premier jour, peut-être hypothèse numéro 1, ben, elles auraient déclaré ou bien n'auraient pas pris part aux activités du deuxième jour. Mais le deuxième jour, nous étions tous là. Donc il m'a semblé, mais bon, maintenant encore une fois, je ne peux pas parler au nom de toutes les formations politiques, je ne connais pas leur stratégie, mais moi je le répète encore, c'est le chiffre beaucoup plus, le pourcentage qui m'a amené à retirer plus ou moins ma position qui consistait à reprendre le recensement de la zone 1. Alors, on a remarqué le retour de certains partis politiques à la table, à l'instar du CAR. Faut-il dire qu'aujourd'hui, le cadre de concertation, le cadre permanent de concertation requiert encore beaucoup plus de crédibilité? Non, ben écoutez, il était déjà très crédible. On avait près de... vous savez, les conditions pour la participation au cadre permanent, c'était avoir pris part au moins aux 3 dernières élections. Et vous avez eu au moins 21 partis qui étaient présents. Donc du coup, ben, 21 partis dans toutes les formations parlementaires, une bonne partie des formations qui étaient dans la C14. Donc non, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il s'agisse de crédibilité parce que ben, nous étions déjà très crédibles avant. Mais peut-être que ça donne plus de volume aux décisions et que il y aura moins de contestation quand tout le monde est là. Aujourd'hui, les partis présents dans la DMP ne sont pas présents. Bon. Mais ils ont dit qu'ils participaient aux élections. Donc du coup, ça veut dire que ben, ce que fait la CENI, du moment où ils ont dit qu'ils ne boycotteront plus les élections, ce que fait la CENI les engage plus ou moins. Donc je pense que c'est, à mon sens, contrairement à ce que les gens pensent, les discussions au CPC, ça a été le cas au CNAP, sont parfois très dures, très heurtées. Chacun... Vous savez, nous avons tous des tempéraments bien trempés, mais il ne reste pas moins que la plupart du temps, on arrive à trouver des solutions des problèmes qui sont posés. Mais bon, ça ne sera jamais à la satisfaction de tous. Mais au moins, nous essayons de trouver des consensus. Alors, est-ce que vous êtes sûr qu'avec les élections à venir, il n'y aura pas de contestation? Parce que quand
plusieurs partis politiques réclamaient entre-temps que le recensement soit repris. Aujourd'hui, on se rend compte que ce ne serait plus le cas. Est-ce que vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas sûr, vous êtes sûr que dans les jours à venir, il n'y aura pas de contestation? En politique, la contestation fait partie de la stratégie politique. La contestation permet de dire à ses militants, j'ai gagné, on m'a triché. Même si la plupart du temps, on sait que nos contestations, malheureusement, n'aboutissent pas à grand-chose. Donc non, je ne peux pas dire qu'il n'y aura pas de contestation. En fait, la plupart du temps, même, les contestations sont même parfois source de mobilisation. Donc non, même les États-Unis, qui est l'une des plus grandes puissances, a connu des élections contestées. En France, on a des élections régulièrement contestées. Donc ouais, non, je pense que les politiciens, nous sommes souvent caractérisés par la mauvaise foi. Tant pour ceux qui gagnent que ceux qui perdent. Donc non, bon, la contestation, elle existera. Rien ne m'étonne si demain, on ne nous dit pas que c'est parce que le recensement avait été mal fait que X ou Y a perdu. Bon, bien entendu, aujourd'hui, vous savez qu'il y a un problème qui est toujours présent, c'est le problème du découpage électoral. Ça fait, nous, je ne sais pas encore en politique quand ce sujet a été là. Et là, le sujet est plus ou moins même revenu. Donc non, la contestation sera toujours là. Mais bon, maintenant, pour moi, aujourd'hui, si j'ai une chose à dire, c'est regardons les gens qui se sont fait enregistrer. Parce qu'on est quand même à plus de, entre guillemets, 4 millions. Et puis, travaillons avec les 4 millions pour que, si la moitié des 4 millions peut voter pour les partis de l'opposition, tant mieux. Parce que c'est les suffrages exprimés qui sont les plus importants. Ce n'est pas le corps électoral, mais c'est les suffrages exprimés. Si vous avez une élection où vous avez même 10% de personnes qui s'expriment, c'est les 10% là qui vous intéressent. Donc moi, aujourd'hui, je dis, ok, on aurait pu mieux faire, mais considérons que nous avons quand même un corps électoral qui est suffisamment important. Hein, je l'ai dit, quasiment plus de 4 millions. Et puis qu'on fonctionne là-dessus, qu'on voit dans les 4 millions, combien de personnes ont voté pour l'opposition pour éventuellement gagner les élections législatives et avoir donc une cohabitation à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, oui, les travaux du cadre permanent de concertation vous ont permis également de parler des contours des élections à venir? Des contours, c'est-à-dire nous avons parlé... La date... Oui, bon, ok. Nous avons parlé des étapes qui restent, bien entendu. Aujourd'hui, là, ils sont en train d'enlever les doublons au niveau de la CENI. Après avoir enlevé les doublons, ils vont afficher, conformément aux dispositions du code électoral, les listes électorales. Et on a un délai pour faire les contestations, les recours. Après, il y aura la consolidation du fichier. Et puis, comme l'a réclamé le CNAP, l'audit du fichier par la francophonie. Bon. Maintenant, la grosse difficulté, nous avons posé le problème de la chronologie. La grande difficulté aujourd'hui, c'est les menaces sécuritaires. C'est-à-dire qu'en réalité, avec tout ce qui se passe, il est un peu difficile de dire, bah, écoutez, les élections auront lieu en novembre, si on ne voit pas clairement sur la menace sécuritaire. Mais il y a deux choses qui sont constantes. La première, c'est que le mandat actuel des députés, normalement fini, on doit organiser les élections législatives au plus tard le 8 décembre. Même si l'article 52, comme beaucoup de nos articles, précise que les députés restent en poste jusqu'à leur remplacement. Bon, donc, ce qui fait que ça laisse quand même une petite marge, comme on le prévoit dans quasiment tous les postes électifs. Maintenant, il n'en reste pas moins que aujourd'hui, globalement, on sait que les élections auront lieu soit en fin d'année, soit en début de l'année prochaine. Et bon, à partir de là, les partis politiques commencent à s'organiser. Deuxième élément qui est important aussi, c'est le couplage des élections. Le gouvernement est ferme là-dessus. Les élections législatives, si ça ne dépendait que de nous, on n'aurait pas qu'on couple parce que les élections régionales sont un peu compliquées à comprendre. Mais le gouvernement décide à ce qu'il y ait couplage. Et comme je suis l'un de ceux qui dit tout le temps qu'on fait beaucoup de gaspillage, je ne peux pas être celui qui crie au gaspillage et être contre le couplage. Donc, ben, c'est une bonne chose, ça nous fait faire des économies. Sachant que chaque élection nous coûte entre 14 et 20 milliards. Alors, honorable, vous mettez votre mandat en jeu. Vous êtes sûr aujourd'hui que si c'est en décembre ou en début d'année prochaine, la population va encore vous renouveler sa confiance? Vous savez, les élections ne sont pas mathématiques. Nous nous adressons à des hommes qui ont des sensibilités, qui regardent sur le terrain ce qui se fait. Et aujourd'hui, l'électeur togolais est devenu plus mature et voit les actions sur le terrain. Donc, je ne veux pas dire, parce que ce serait outrecuidant, de dire oui, je sais que je vais passer le doigt dans le nez, mais je pense que durant 5 ans, nous travaillons, nous continuons à travailler. Ce week-end, je serai encore dans ma zone pour réceptionner des forages. On a fait réaliser 2 forages
au profit des populations d'Izati et d'Afodji. Donc nous essayons de travailler, même si fondamentalement ce n'est pas le rôle du député de faire des forages, ainsi de suite. Mais nous pensons que quand par exemple vous êtes député d'une zone aussi défavorisée que l'Est Mono, vous devez dans la mesure du possible, par vos propres ressources, mais aussi par l'entre-gens de personnes qui peuvent vous aider ces populations-là du mieux que vous pouvez. Donc c'est ce que nous essayons de faire. Et nous espérons que ces populations-là seront sensibles à ce que nous avons pu faire durant 5 ans et nous releverons leur confiance. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire, ouais, mais bon, vous savez, il y a des politiciens qui disent, ouais, on va gagner alors que tu sais que tu n'as même pas d'Ivoire. Non, nous trouvons que c'est à l'œuvre qu'on va l'artisan. Nous avons essayé, nous continuons à essayer d'être l'artisan pour ces populations-là. Et nous leur serons entièrement redevables et très reconnaissants s'ils nous jugent aptes à continuer à les représenter à l'Assemblée nationale. Alors, on dit souvent la répétition, c'est l'art de la pédagogie. Vous allez vous y prêter encore à cet exercice. Quel bilan vous dressez des 5 ans que vous avez déjà passé à l'Assemblée nationale? Moi, mon bilan se situerait peut-être à 3 niveaux. Le premier, c'est au niveau de notre travail parlementaire. Aujourd'hui, je suis à 45 interpellations. C'est la première fois qu'on a autant d'interpellations venant d'un député, surtout de l'opposition. Donc, je pense que là-dessus, on a fait un assez bon travail. Et nous avons réveillé aussi peut-être le gouvernement sur la nécessité de répondre. Autrefois, vous savez, l'Assemblée, la 5e législature était vraiment dans des batailles de tranchées où les gens ne se parlaient pas. Et donc, du coup, ça faisait un peu le jeu de ceux qui étaient en face parce qu'ils se disaient, de toute façon, comme les autres, ils ne nous parlent pas. Nous, on parle aux gens, mais on les tient aussi par les pieds. Donc, du coup, 45 interpellations, actuellement, j'en ai 3 qui ont été envoyées il y a de cela 2 semaines. Donc je pense que là, quand même, sur la production, il y a un gros travail. Mais là où on ne voit pas suffisamment le travail, c'est sur les amendements. Vous savez, quand un texte arrive, parce que malheureusement l'Assemblée nationale ne produit pas encore de loi, nous actuellement, moi j'ai 2 propositions de loi qui dorment, non, 3 propositions de loi qui dorment dans les tiroirs. On n'a jamais su pourquoi est-ce que l'Assemblée ne produit pas, alors que ça fait partie de nos prérogatives. Mais là où on a beaucoup de l'influence aussi, c'est sur les débats, et surtout en commission. Et je peux vous dire, moi je suis de la commission des lois, je peux vous dire que tous les articles, tous les projets de loi qui sont arrivés sont toujours sortis, modifiés, amendés, bonifiés. Et donc là-dessus, sur le travail parlementaire, je pense qu'on a fait quelque chose d'assez excellent. Et il faut ajouter une 3e composante sur la production parlementaire, c'est la redevabilité. C'est l'une des fois où nous avons des députés qui, tous les jours, quand il y a quelque chose à l'Assemblée nationale, nous venons, grâce aux réseaux sociaux notamment, pour dire voilà ce qu'on a fait, voilà la loi qu'on a votée, voilà les conséquences de cette loi-là. Et ça, c'est quelque chose, à mon sens, très important. Maintenant, tout à l'heure, j'ai commencé à parler des actions qui ont été faites dans ma préfecture. Je ne vais pas commencer à les lister ici. On va dire que je viens faire campagne sur Nana FM. Mais je pense que durant 5 ans, quand même, on a fait énormément, que ce soit les lampadaires, que ce soit l'aide à des écoles. Il y a encore de cela 1 mois et demi, il y a un établissement de 500 élèves qui sont complètement effondrés. La riposte du gouvernement souvent est très tardive et bon, tout le monde a mis la main à la poche pour retaper au moins de façon précaire sur l'établissement. Donc c'est des actions de solidarité que nous faisons. Et puis pour terminer, je crois que notre option de faire la politique autrement aujourd'hui a un rôle parce que vous voyez par exemple lors du Covid, le net a été ce parti-là qui a transformé son siège en atelier de couture, qui a envoyé sur le terrain près de 1000 kits alimentaires. Donc là-dessus, nous sommes présents sur la solidarité. Mais je suis sûr que nous n'aurions pas pu le faire si nous n'étions pas députés, parce que ce n'est pas une honte de dire qu'on a plus de ressources aujourd'hui pour faire des actions que nous n'en avions quand nous n'étions pas encore députés. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs maintenant la possibilité sur ces 2 numéros après la courte pause. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui. Allô? Oui, Pelé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Bonjour. Monsieur Pelé, vous m'avez manqué. Vraiment. Je pense qu'on vous entendre. Je pense que moi, je peux dire que vous êtes en train de faire de l'effort. Sur le plan social que vous dites là, je pense que c'est une bonne chose. Sauf que, à l'intérieur, c'est-à-dire le cycle qui nous manque. D'abord, si la torture, et même si la chanson qu'elle on ne voit pas. Vous savez, quand c'est qui a été sur les médias concentrés, il y a une
l'Assemblée au Togo. Alors, comment celui à 40 ans va savoir, cette élue-là, ce qu'il lui rapporte? C'est ça qui est important. Pourquoi le gouvernement d'afficher tout ce qui se passe à la télé aux yeux du peuple congolais, c'est-à-dire à la TVT au moins? Ça, c'est important. Il faut demander ça. Qu'est-ce que ça va coûter? La semaine prochaine, nous allons voir encore les balades qui sera affiché à la TVT. C'est pourquoi nos élus ne peuvent pas, on ne peut pas les voir. Donc, c'est ce qui est important pour nous. Maintenant, Allô? allô? La question, s'il vous plaît. La question est là. La question est là. Le bilan que nous avons en train de traiter concernant toutes les lois qui se font devant l'Assemblée là, je voudrais demander, est-ce que l'honorable, le RPP n'a pas besoin de vous faire tout ce qui est Dieu là-bas? Il est prêt à faire tout. Il veut le faire. Il faut y attendre de gouverner ce pays, nous permettre de faire. Il y a toutes les décisions dans ses mains. Allô? Maintenant, le fond peut vous demander, comme parle aujourd'hui que le recensement qui devait être refait là, vous avez refusé carrément. C'est vous qui avez refusé. Et ne pas le faire. Ça, c'est clair. Merci. Maintenant, est-ce qu'on va aller avec l'article 44 pour réclamer, c'est-à-dire la population va utiliser l'article 44? Il n'est pas. Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Oui, allez-y. Bonjour, honorable. Bonjour Michel. Et moi, je suis un peu étonné de la conclusion hâtive de l'honorable tout à l'heure quand il dit qu'on a enregistré jusqu'à près de 60%. Mais lorsque vous avez autant de doublons, jusqu'à 13 peut-être comme la moyenne, mais vous ne pouvez plus estimer arriver à 60%. Ça veut dire que les choses ont été gonflées autrement. Et puis quand on compare ces résultats aux autres chiffres de la sous-région dont vous parlez ou bien de la moyenne, non mais les pays, chacun fait ce qu'il arrange. Il ne faut pas prendre ces chiffres envoyés par les prédateurs au sérieux. L'Union européenne, quoi, l'ONU, tout ça. Ce sont des chiffres pour vous nous manipuler. Il faut faire extrêmement attention parce que ce que nous voulons faire, c'est pour nous. Nous devons faire ce qui est bien pour nous et non nous comparer toujours aux autres où on tire des conclusions qui n'en est pas une. Et donc, qu'est-ce que moi je voudrais dire? S'il y a autant de doublons, c'est que le truc ne va plus atteindre ce pourcentage-là. Et là, à qui profite cette dilapidation des fonds? Si ça ne profite à personne, pourquoi ne pas trouver la solution des cartes d'identité nationale où il n'y aura jamais de doublons? Il faut que nous revenions à cette formule-là, non seulement pour économiser pour le pays, mais également pour rendre les choses plus fiables. Et donc, pour terminer, ma deuxième préoccupation, c'est que vous venez de dire tout à l'heure que vous allez influencer les débats, monsieur le député. Oui, c'est vrai, ça serait du côté technique. Mais tel que nous connaissons ce pouvoir, mais quand il s'agira des textes ou des lois qui vont influencer le pouvoir ou agir sur le pouvoir, je vous dis, ce pouvoir ne vaut que mécaniquement. Merci. Et donc, si vous avez pu influencer, oui, c'est vrai, ça serait rien que du côté technique. Ce qui ne les concerne pas, ce qui ne touche pas le pouvoir. Merci beaucoup à Michel. Nana FM, allô? Bonjour, honorable Elisama, Bonjour. président du NET. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour Papa Sibiti. Bonjour, mon directeur. Oui, bonjour. Ce que nous voulons, moi je veux, c'est la paix. De tous côtés. Le président de la République, c'est notre président de la République. Nous l'avons élu nous-mêmes. L'opposition, le ministre de la situation territoriale, comme je l'ai toujours crié, quand il est revenu, notre frère, ses études dans sa Renault, le 5-4 portières a appliqué à côté du président Brahima Inoucha. Maintenant, ce que moi je veux, c'est la paix en tant que sage. Si le gouvernement et l'opposition
nous avons toujours crié qu'il faut qu'on reprenne un peu 3 ou 4 jours. Mais c'est vous-même, c'est pour vous que nous luttons. Vous êtes allés, l'opposition étant là-bas, est-ce que vous avez accepté? Nous qui crions, nous qui tiennent la paix. C'est par là qu'il y aura la paix en tant que sage. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Nana FM, allô? Allô? 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Monsieur Basile, bonjour. Salut, votre invité. Bonjour. Moi, je trouve quand même que son développement, il y a. On trouve à réduire là-dedans parce que. Est-ce que vous pouvez diminuer un peu le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Je m'éloigne autant que faire se peut, mais excusez-moi. Donc, je dis que son développement c'est bon, mais il y a un peu d'amalgame. Le gouvernement même a vu que le ressentiment dans la zone 1, moi je préfère parler de zone 1, zone 1 là, je ne sais pas de quoi il s'agit. Zone 1, le gouvernement même a vu ce qu'il y a et il a dit, maintenant lui vient dire qu'on ne peut pas reprendre dans la zone 1 et laisser les autres zones. C'est là que moi je ne le comprends pas. Ici, tout a été clair. On a vu que beaucoup de gens sont laissés sur le carreau. Mais comment il vient ici que si on refait, si on doit reprendre dans les zones, finalement il nous dit quoi? Merci beaucoup à M. Basile. On prend le tour des néo-auditeurs. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Madame ici, bonjour. J'ai appris comme ça, comme je l'ai traduit, mais je sais que c'est M. Diri qui est là, vous avez parlé des élections et tout. C'est ça, non? Oui. Oui, je vais m'éloigner. Bon, je vais demander à M. Diri, mon jeune frère. Madame ici, allô? Oui. J'ai vraiment du mal à vous recevoir. Ah, d'accord. C'est bon? Oui, ça peut aller. À chaque fois, c'est comme ça. Je vais lui demander, est-ce que M. Diri, le jeune député là, est-ce qu'il est fier de l'éducation de la liturgie? Est-ce que le Togo en ce moment-là, depuis la nuit des temps, est-ce que vous êtes fier là? Vous êtes fier de l'état du Togo où on a braqué le pays, on ne veut pas alterner, on ne veut pas à des rues, on peut bloquer le pays comme ça. Et on est tous dedans. Et je vais lui demander aussi, pourquoi les gens ne veulent pas alterner à la forme pourquoi? À cause du pouvoir et l'argent. Merci beaucoup à madame ici. Merci. Je pense qu'on va donner maintenant la possibilité à l'honorable de répondre. Monsieur Basile, que vous demande, entre-temps, le gouvernement, par l'entremise du ministre en charge de la décentralisation, a reconnu que les choses ne se sont pas déroulées comme cela devait être dans la zone 1. Et aujourd'hui, quand on apprend que le recensement ne sera pas repris, ils sont un peu confus. Ben écoutez, parfois quand je parle, soit les gens prennent l'émission au cours de trucs pendant l'émission, mais c'est pas moi qui ne veut pas reprendre le recensement. Attention, moi je suis sans aucun doute le seul président de parti politique qui va circuler dans tout le pays, dans les trois zones. Donc quasiment j'ai fait sur les 39 préfectures, j'en ai fait au moins 30 pour voir de mes propres yeux ce qui se passe. Donc après cette tournée-là, nous avons dit nous souhaitons que le recensement soit repris dans la zone 1 parce que dans la zone 1, nous étions là le dernier jour qu'on a vu qu'il y avait des queues. Moi, je ne fais que répéter ce que le gouvernement nous a dit. Et je dis que moi, sur les arguments présentés par le gouvernement, celui qui m'a le plus fait tiquer, c'est parce que je me rends compte qu'au-delà du fait que nous avions l'impression, de façon visuelle, que dans la zone 1 ou 1, comme les gens le disent, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été laissées sur le carreau, c'est que les chiffres disent le contraire. Donc du coup, il y a même quelqu'un qui a parlé des doublons. Aujourd'hui, les doublons, je suis astreint à ne pas rentrer dans certains détails, mais c'est que quand même on enlèvera les doublons, nous serons toujours à entre du 9 et 20%.
de progression par rapport à 2020. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un taux de progression démographique, de croissance démographique de 2%. Comment on peut avoir un taux de croissance démographique de 2%? C'est-à-dire que sur 3 ans, malgré tout, si on doit multiplier, c'est peut-être maximum 6%, et vous vous retrouvez avec du 9 ou 20% de taux de croissance du fichier électoral. Ça interroge. Donc, je le dis, les arguments que j'ai dit, je n'ai fait que répéter ce que le gouvernement nous a dit. Mais maintenant, l'information que j'ai apportée, c'est que le gouvernement dit, on ne reprendra pas. Et manifestement, tous les partis politiques ont pris acte. Maintenant, jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore de réaction. S'il y a peut-être certaines formations politiques qui vont peut-être faire sortir d'autres communiqués après, j'en sais rien du tout. Mais ce que je sais, c'est que nous avons fait 2 jours et le premier jour, on a parlé de ça. Donc voilà, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement. Et sur la question d'ailleurs, il faut peut-être que je précise, sur la question des anomalies, nous avons insisté en disant, mais vous-même gouvernement, vous avez reconnu qu'il y avait des anomalies. Mais le gouvernement nous dit, en réalité, le gros problème, c'est que le nombre de cartes qui a été commandé a été épuisé assez rapidement parce que il y a eu les 20%. Donc on a dû faire une pause, commander des cartes supplémentaires. C'est pour ça qu'il y a une semaine d'arrêt. Mais que quand on nous présente, ils nous ont présenté, je ne peux pas le dire ici parce que j'attends l'étude définitive, c'est que quand on présente le nombre d'imprimantes tombées en panne, le nombre de kits tombés en panne, on a à peu près le même nombre, et même d'ailleurs, par exemple dans la zone des savanes, on a eu plus de kits qui sont tombés en panne que dans les autres zones. C'est les chiffres qu'on nous présente. Je ne suis pas là-bas, je ne peux pas le dire, mais c'est les chiffres qu'on nous a présentés, et c'est sur la base de ces chiffres-là que nous faisons les commentaires. Alors quand Michel pense que vous avez parlé de 60%, alors qu'il y a des doublons, quelqu'un s'est même enregistré jusqu'à 13 fois. Oui, écoutez, les doublons, encore une fois, c'est que imaginez que vous ayez 60% de la population, les doublons ne font pas 40%, ou bien 20%. Les doublons, sur les estimations, encore une fois, je ne peux pas la tête dans les chiffres, mais sur les estimations, on ne dépasseront pas 5%, vous imaginez? Donc, on risque de se retrouver comme à 55% de la population qui est enregistrée, ce qui est une exception africaine. Mais je le répète encore, si vous considérez que la population en a de voter fait 50% de votre population globale, vous ne pouvez pas faire un recensement, vous avez 50% de personnes, donc ça pose déjà un problème. Et le vrai problème, je l'ai dit tout à l'heure, le vrai problème qu'il faut qu'on règle, c'est qu'il y a beaucoup de mineurs qui sont fait enregistrer, il y a beaucoup de jeunes qui sont fait enregistrer, d'étrangers qui sont enregistrés, et notre système aujourd'hui ne permet pas d'identifier, sauf sur dénonciation, ces personnes-là. C'est ça qui fait que le fichier électoral explose. Aujourd'hui, les enfants, pour avoir une carte scolaire, s'ils n'ont pas de carte scolaire, ils vont chercher la carte d'électeur. Les gens pour se déplacer, pour faire tout, ils utilisent la carte d'électeur. La carte d'électeur est en train malheureusement de se substituer à la carte nationale d'identité, c'est pas normal. Alors, quand Michel propose qu'on utilise plutôt la carte nationale d'identité... Mais il a raison, sauf que... Bon, c'est pour ça que nous venons pour expliquer aux populations. Au Togo, il n'y a que 25% de la population qui a une carte nationale d'identité. 25%. Donc ça veut dire que si vous décidez par exemple de faire une élection avec uniquement la carte d'électeur, c'est que vous avez juste 25% de la carte d'identité. C'est que vous avez juste 25% de la population. Est-ce que vous accepterez demain qu'on élise un président avec juste sur nos 4 millions à peu près, 1 million tout simplement qui votent, avec peut-être un taux de participation qui va se retrouver autour de 50%, donc 500 000 personnes qui votent pour un président de la République par exemple. Est-ce que nous serons d'accord? Donc aujourd'hui, nous en avons discuté, il faut trouver des moyens pour faire en sorte que les Togolais puissent plus facilement avoir la carte d'électeur en faisant par exemple des audiences foraines. Mais les audiences foraines ne permettent juste qu'à avoir la naissance, après il faut avoir la nationalité avant d'avoir la carte nationale d'identité. Mais sinon, nous, notre proposition majeure, c'est de dire, faisons en sorte que plus de Togolais aient la carte nationale d'identité et on vote avec la carte nationale d'identité. Donc avec Michel, je suis parfaitement d'accord, sauf qu'on n'a que 25% de la population qui a la carte nationale d'identité. Alors, quand vous parlez d'avoir influencé le débat pendant les 5 dernières années, il pense que cette influence n'a été que technique. Mais il a raison, vous savez, n'oublions pas un détail, c'est qu'un parti politique vise la conquête du pouvoir. Et vous avez remarqué que dans beaucoup de pays, même les opposants, quand ils viennent au pouvoir, ils ne sont pas plus des modèles de gouvernance que les anciens. Donc oui, ne nous trompons pas. Unir n'amènerait pas un texte, par exemple, qui est défavorable pour eux et voter pour. Moi, même si je suis au pouvoir, je ne pense pas que je ferais le contraire. Aujourd'hui, là, nous avons besoin du peuple. Nous avons besoin, au-delà de tous les problèmes que nous avons dans notre pays, si vous avez demain 90% de la population qui vote pour un parti de l'opposition, celui qui est au pouvoir va partir. Mais si nous sommes très sensibles aux billets bleus, si nous sommes très sensibles aux achats de conscience, comme on le voit régulièrement, il est évident que les dommages sont collectifs.
Même si on finit par indexer les politiciens ils essaient de jouer leur partition, d'exister, de dire, écoutez, allez mettre votre billet sur ma candidature. Mais si la population, soit va voter, mais ne va pas surveiller, contrôler les élections, ben après on se retrouve dans la situation. Mais oui, je suis d'accord que quand il s'agit des sujets éminemment politiques, ben, le vote il est mécanique. Ça, je ne dirais pas le contraire. Pélé qui pense qu'aujourd'hui les actions ne sont pas visibles sur le terrain et comme toujours, il a fait cette proposition. Pourquoi ce qui se fait à l'Assemblée nationale n'est pas accessible à tout le peuple? Pour deux raisons. Même si je suis d'accord avec Pélé, je pense que normalement on doit pouvoir diffuser les débats de l'Assemblée nationale à la télévision. Mais l'ennui, c'est que une session parlementaire dure parfois 8 heures. Donc vous n'allez pas bloquer 8 heures à la TVT. On peut faire que, comme on le fait souvent, des extraits. L'idéal serait que l'Assemblée nationale ait une chaîne, soit hertzienne, ou bien alors même ne serait-ce que même une page internet sur laquelle on relaie les informations. Mais j'aimerais dire aussi appeler que, attention, il ne faut pas qu'il imagine que beaucoup de personnes regardent la TVT. Hein. Il faudra peut-être faire une étude, mais aujourd'hui, les jeunes ils ne regardent pas la TVT, ils regardent TikTok. Donc voilà, donc c'est pas parce que vous mettez quelque chose sur la TVT que vous avez les gens qui vont forcément regarder. Mais je suis d'accord que ce serait bien que l'Assemblée nationale ait sa propre chaîne. Mais au même moment qu'il se rassure, moi, quand je vais à Djarpanga, je rencontre des gens, ils ont lu toutes mes publications de la veille parce que nous avons aujourd'hui un outil magique qui est les réseaux sociaux. Alors, Papa Siliti qui revient sur une proposition de la conférence des évêques du Togo qui appelle tous les acteurs politiques à aller voter dans la paix, à préserver ce climat de paix que nous avons aujourd'hui malgré les élections. Non, mais il faut reconnaître quand même que depuis plus de 10 ans, on organise des élections apaisées. Aujourd'hui, je pense que l'un des appels qu'il faut le plus faire, c'est de dire... de prier pour que la paix revienne surtout dans la région septentrionale. J'y étais, c'est pas facile parce que par exemple quand on prenait Pendial, déjà à 20h tout le monde est sous couvre-feu, c'est extrêmement difficile. Donc c'est de prier que les conditions de sécurité reviennent sur l'ensemble du territoire pour qu'on puisse organiser des élections où tout le monde participe. Mais je pense qu'aujourd'hui il y a une certaine maturité au niveau des acteurs politiques et on ne sort plus systématiquement dans les rues et il n'y a pas de violence au lendemain des élections. 91 09 60. Non, mais il y a la question de Madame Essi, j'aimerais lui répondre, parce que, bon, cette dame-là me martyrise tout le temps, il faut que je lui réponde. Madame Essi, je vais vous dire une chose. Je suis, comme vous, conscient des difficultés qu'il y a dans ce pays, mais je suis dans le pays, je suis togolais, c'est le seul pays que j'ai, et peut-être contrairement à vous qui vous complaignez tout le temps, qui vous plaignez, je me plains mais j'agis. Tout à l'heure on parlait de nos actions. Quand je crie que ça ne va pas, avec le peu que j'ai, j'essaie d'apporter ma contribution. Je ne me contente pas de la politique. Je pense que ce que nous devons pouvoir faire dans ce pays en attendant des jours meilleurs, c'est d'aider nos populations, nos concitoyens qui sont dans la difficulté, qui sont dans la précarité, à mieux soutenir la situation. C'est un peu ça la différence. Se lever du matin au soir, se complaindre en disant ça ne va pas, oui, mais après qu'est-ce qu'on fait? Soit on reste dans notre coin en disant que ça va venir là, je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui une bonne partie de ce qui nous arrive, c'est notre responsabilité commune, c'est notre responsabilité collective. Donc, contrairement peut-être à vous, qui vous complaignez du matin au soir, oui, je me plains, mais j'agis tous les jours au profit des populations défavorisées. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Nambé. Monsieur Kokou, comment allez-vous? Ça va très bien. Oui, allez-y. Salut, monsieur Delitama. Monsieur Kokou, vous m'avez manqué. Je suis là. Bon, monsieur Delitama, dans la zone 1, quand on a commencé le recensement, il y a 3 ou 4 jours que les choses n'ont pas bien fonctionné. C'est ça qui a favorisé l'ajout de 2 jours dans la zone 1. 3-4 jours comme ça. Je dis, les gens ne sont pas recensés parce que le matériel n'était pas arrivé, tout de suite. Voilà. Maintenant, dans les autres zones où on a dit que les choses sont bien passées, et ça mérité qu'on ajoute les 2 jours encore. Donc, secondo, M. Nobel vous a posé une question tout de suite. Est-ce que vous étiez allé à la discussion? Est-ce qu'il y a des partis qui se sont opposés à la proposition du gouvernement? Vous n'avez pas pu répondre clairement. Moi, je voudrais reposer la question là. Dites-moi, quand le gouvernement a dit ça là, tout le monde était d'accord et ils n'ont plus réclamé la reprise du recensement. Et pour terminer, comme vous-même vous dites que vous êtes d'accord et que vous avez retiré votre proposition de reprendre la zone 1, est-ce qu'il y a une loi qui interdit à ce que
on ne ressent pas plus. S'il y a 100% de population qui doit avoir les cartes d'électeurs, et qu'il y a une loi qui interdit à ce qu'on n'enregistre pas les 100% de population de personnes. Merci beaucoup à M. Kokou. Il nous reste pratiquement 5 minutes. Alors, honorable, on va aller un peu plus rapidement. Est-ce que nous avons encore un auditeur? Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, Mas, bonjour. Bonjour. Monsieur Djeritama, bonjour. Bonjour. Bon, heureusement que vous avez repris. Mes questions, pratiquement en entièreté, ont été posées par Michel. Je vous remercie beaucoup. Et le fait que j'ai été pris très tard me permet de poser cette question à notre élu. Oui. Cela concerne, excusez-moi, cela concerne les cartes d'identité pour aller voter. Pourquoi on facilite l'obtention des cartes d'électeurs et on complique l'obtention des cartes d'identité? Parce qu'il y a des Togolais plus Togolais que les autres. Parce que pour voter, on facilite les procédures, mais pour avoir une carte d'identité, on complique. Est-ce qu'avec un seul l'acte de naissance seul, comme cela se faisait avant, quand moi j'étais petit dans les années 70, est-ce qu'avec l'acte de naissance seul, on ne peut pas faire une carte d'identité pour éviter tous ces doublons qui se font? Parce que, comme l'a dit Michel, il n'est pas possible que quelqu'un ait deux cartes d'identité dans la même période en même temps. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Alors, honorable, M. Kokou qui vous demande pourquoi, parce que dans la zone 1, il y avait 3 ou 4 jours de dysfonctionnement avant que les choses ne reprennent normalement. Maintenant, dans les 2 autres zones, pourquoi il y avait 2 jours d'ajout? Non, je vais dire, M. Kokou, ça fait maintenant, moi je suis à mon 4e recensement. À tous les recensements, on ajoute toujours 2 jours, c'est pas quelque chose de nouveau. Quand on fait le recensement, on sait toujours qu'on va ajouter 2 jours. Maintenant, sur le nombre de jours de dysfonctionnement, ça dépend des zones, ça dépend des serveurs. Il y a des endroits où le premier jour, moi j'ai vu dans des zones, dans la zone 2, dans la zone 3, des endroits où même les 2 premiers jours, les machines ne marchaient pas, c'était pas déployé, ainsi de suite. Mais je répète encore, les dysfonctionnements, ils existent. Aujourd'hui, il faut trouver, peut-être renouveler le matériel, mais il y a toujours des problèmes. Moi, j'ai vu dans plusieurs préfectures, dans la zone 1, pendant 2 jours, il n'y a pas de carte. Donc, du coup, les gens étaient à l'arrêt. Mais je le répète encore, les excuses, les arguments que le gouvernement a présentés, c'est que nous observons qu'ils observent le même taux de progression dans l'ensemble des 3 zones. C'est ce que je dis. C'est qu'en fait, ne confondez pas ce que le gouvernement dit et ce que je dis. Ils disent qu'ils observent le même taux de progression, voire même plus élevé dans la zone 1. Et donc, les dysfonctionnements éventuellement évoqués n'ont pas empêché à ce que les gens aillent se faire enregistrer. Donc, c'est tout. C'est que moi, je ne fais que répéter ce qu'on nous dit. Actuellement, on attend donc les chiffres officiels de la CENI pour les voir. Pour le moment, on a eu des chiffres provisoires. Alors, il demande également, est-ce qu'il y a une loi qui interdit qu'on enregistre 100% des... Non, il n'y a pas de loi, mais la seule loi, c'est les délais qu'on précise. Dans le code électoral précise qu'on met des délais. La plupart du temps, on met les délais en considérant la population, le nombre de kits, ainsi de suite. Maintenant, dans ces délais-là, chacun est tenu à aller se faire enregistrer. Vous savez, il y a peut-être une chose qu'il faut peut-être dire. Nous tous, nous savons comment ça fait. Dans les 3, et quand on prend la pyramide des enregistrements, dans les 3 ou 4 premiers jours, les gens n'y vont pas. C'est-à-dire qu'on se dit, on a le temps. Et tout, c'est pas à cette élection uniquement. À chaque recensement, dans les 3 ou 4 premiers jours, vous avez entre 50 et 60 personnes qui viennent se refaire enregistrer au cours de la journée. Maintenant, dans les derniers jours, tout le monde se bouscule et puis mais c'est pas nouveau. Voilà. Mais je dis, nous, on avait demandé qu'on poursuive dans la zone 1. Sur l'ensemble des arguments qu'on nous a présentés, celui qui nous a anti-guillemets convaincus, c'est le fait de se rendre compte qu'on a près de 60% de la population qui s'enregistrait. Et il demande, est-ce que tous les partis politiques étaient d'accord? Mais je ne sais pas comment je vais répondre. Je dis, nous, ce qui nous a convaincus. Maintenant, quand le débat était clos, on est passé à d'autres sujets. Je n'ai pas eu, comme on a l'habitude de voir des gens qui quittent la salle, des gens qui refusent de revenir à la réunion le lendemain. J'en sais rien. C'est-à-dire que le gouvernement a présenté ses arguments. Nous avons présenté des contre-arguments. Ce n'est pas un procès où on finit par dire, ben voilà le verdict.
Voilà, chacun prend acte, et puis s'il décide de continuer, continue. Maintenant, ben, les autres partis, j'espère quand même que vous ouvrez votre plateau à d'autres formations politiques. Donc, ben, les gens viendront ici dire pourquoi ils veulent qu'on mange le piment dans la bouche ici. Alors, M. Maski vous demande pourquoi on facilite l'obtention des cartes d'électeurs alors qu'on ne le fait pas pour la carte d'identité. Non, mais justement, en fait, vous avez juste 30 secondes. Oui, le problème, c'est que la carte des électeurs, normalement, devait servir qu'à voter. Alors que la carte d'identité, c'est elle qui vous donne la nationalité dans un pays, et c'est une affaire plus compliquée que ça. Donc, aujourd'hui, on a des moyens pour avoir la carte d'identité et la carte nationale d'identité qui sont parfois plus longues, mais plus courtes quand un de vos parents direct à la nationalité. Mais je pense qu'il faut le faire, sinon tout le monde, si c'est uniquement sur la base de la naissance, toute personne qui est née au Togo, qui n'est pas togolais, va aller prendre la carte nationale d'identité, alors qu'une carte nationale d'identité, c'est quelque chose d'assez sérieux pour ne pas le donner à tout le monde. Nous disons merci à Djilitama, président du groupe parlementaire NET PDP. Merci également à vous aussi pour votre fidélité d'écoute. Bonne suite de nos programmes.